les conférences, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière partie de la journée, encore riche de contenu, vous le savez, plein de salles, plein de contenus vous sont offerts aujourd'hui. Et on va commencer rapidement avec un premier retour d'expérience, le retour d'expérience du premier bâtiment BBCA Rénovation Excellent en France. Puis nous aurons un échange avec notre grand témoin de la journée, Benoît de Ruffray, le PDG d'Eiffage, avant de conclure cette session dans cette salle avec la remise des trophées Startup Energy Meeting 2024. Sans plus attendre, je les appelle sur scène. Merci d'accueillir Jonathan Jubé, responsable de mission stratégie carbone et économie circulaire, Artelia Bâtiment Durable, et Emma Bétouard, directrice adjointe du programme de programme chez WO2. Je vous en prie, montez sur scène. Je pense que vous pouvez les applaudir parce que c'est jamais facile de venir s'exprimer. Donc voici pour ce retour d'expérience la traversée, une réhabilitation de 16 670 mètres carrés de bureaux. Premier bâtiment BBCA Rénovation Excellent en France. À vous. Bonjour à tous. On va parler de rénovation bas carbone. Rénovation bas carbone, ça semble un peu être une évidence. Rénovation, on connaît tous. On sait qu'on a un vrai besoin de rénover en France, rénover nos immeubles de bureaux, rénover nos logements, à la fois pour améliorer leur consommation énergétique, mais également pour les adapter aux futurs usages et les rendre le plus pérennes possible. Bas carbone, a priori aussi une évidence. On a tous en tête les enjeux liés au dérèglement climatique. On a tous en tête que c'est maintenant qu'il faut absolument que nous réduisions drastiquement notre empreinte carbone. Et pourtant, une rénovation bas carbone, ce n'est pas si évident que ça, concrètement, quand on fait notre projet. Ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui avec Jonathan, c'est un retour d'expérience sur le projet La Traversée à Clichy. C'est un projet du coup où on a cherché à réduire au maximum notre empreinte carbone dans cette rénovation. Donc, avant de commencer à parler plus en détail de carbone et d'empreinte carbone, juste quelques mots sur le projet La Traversée. La Traversée, c'est un bâtiment de bureau qui date de 2009 et qui fait 16 670 mètres carrés. Il est situé à Clichy. Pourquoi est-ce qu'on rénove ce bâtiment? Ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est finalement assez récent, 2009, c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, aujourd'hui, le bâtiment, il a quand même des grosses problématiques qui aujourd'hui font qu'il est vide. Aujourd'hui, il a une consommation énergétique très importante. Il a également un manque d'adaptation avec les nouveaux usages. Il est complètement cloisonné, il y a peu de services disponibles. Et aussi, il est très peu végétalisé, alors que juste à côté, il y a un parc public de 1 hectare. L'objectif du projet, c'est un peu de tout rénover, à la fois d'améliorer les consommations énergétiques, mais également de recréer des usages, d'avoir un bâtiment qui soit beaucoup plus adapté aux attentes des utilisateurs de demain, pour que le bâtiment, en fait, il n'ait plus besoin de rénovation pendant les 10, 20, 30 prochaines années. Mais surtout, l'ambition qu'on a sur ce projet, c'est de réduire un maximum l'empreinte carbone du projet. Alors, on parle beaucoup d'empreinte carbone. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand on parle d'empreinte carbone, ce dont on parle, c'est le carbone lié à l'analyse du cycle de vie. Quand on construit un bâtiment, ou quand on rénove un bâtiment, on amène beaucoup de matériaux sur le bâtiment. Et donc tous ces matériaux, ils ont une empreinte carbone. Ils ont une empreinte carbone parce que quand vous allez fabriquer le matériau, quand vous allez le transporter, ça va produire du carbone. Quand vous sommez tous ces éléments, vous avez l'empreinte carbone de votre bâtiment. L'objectif sur notre projet, c'est de diviser par 2, voire 3, l'empreinte carbone de la construction. Si le graphique que vous voyez sur l'écran, il y a 3 bar charts. Le premier, c'est l'empreinte carbone d'un IGH. Un IGH, c'est assez consommateur en carbone, puisqu'en fait, vous avez des contraintes de sécurité assez importantes. Vous avez pas mal de verre, pas mal d'acier, qui fait qu'au global, l'empreinte carbone est assez élevée. Au milieu, vous avez un immeuble neuf qu'on pourrait qualifier de business as usual. C'est vraiment le bâtiment que, si demain vous voulez construire un immeuble neuf sans trop réfléchir au carbone, vous allez avoir cette empreinte carbone. Quasiment 1000 kg de CO2 par mètre carré. Et enfin, tout à gauche, vous allez avoir l'empreinte carbone de la traversée. Donc c'est une rénovation. En rénovation, on est capable d'un petit peu optimiser l'empreinte carbone. Et surtout, c'est une rénovation bas carbone. Et Jonathan va un peu plus vous expliquer concrètement comment on a fait pour être bas carbone. On le disait en introduction, nous, notre objectif, c'était d'être le premier bâtiment BBCA Rénovation au niveau excellent pour un bureau. C'est pour ça aussi qu'on a cherché au maximum à réduire le carbone sur 2 projets. Merci Emma.
Alors, comme Emma l'expliquait, la démarche environnementale de notre projet repose essentiellement sur le label BBCA. Alors, le label BBCA, lui, se fonde sur l'analyse de cycle de vie des matériaux constituant le bâtiment. Pour calculer cette analyse de cycle de vie, le label pose 4 règles importantes que voici. Dans ces 4 règles, on va chercher à dissocier les matériaux conservés des matériaux évacués. Pour les matériaux conservés, on va considérer que leur impact carbone est nul. Pour les matériaux évacués, on va regarder plus dans le détail et on va se poser la question de leur amortissement. Par amortissement, on entend si le matériau a expiré sa durée de vie théorique. Donc si on est dans le cas d'un matériau amorti qui aurait déjà vécu son dû, on considérera que son impact carbone sera nul. En revanche, si ce matériau n'est pas amorti et qui donc théoriquement pourrait toujours être utilisé dans un nouvel usage, alors le label BBCA va donner une pénalité, un poids carbone non amorti qui sera égal à l'impact carbone de l'équivalent neuf de ce matériau au prorata de sa durée de vie restante. Bon, c'est un petit peu complexe, mais retenez surtout que lorsqu'on dépose un matériau qui peut toujours être utilisé, alors on est pénalisé par le label. Mais il y a un levier d'action donné par le label, et ce levier d'action, c'est que lorsque ce matériau est réemployé, que ce soit in situ ou ex situ, alors on considérera son impact carbone comme nul. Alors dans le cas d'un projet comme le nôtre, un bâtiment qui date initialement de 2009, beaucoup de matériaux sont dans ce cas-là, beaucoup de matériaux ne sont pas encore amortis. Donc si on ne travaille pas sur ce levier-là, on aurait un impact carbone assez désastreux. Alors rénover, comme le disait Emma, c'est déjà un très bon premier pas vers le réemploi aujourd'hui. Puisque finalement, en fait, rénover, c'est passer d'un modèle linéaire, qui est celui de la construction neuve, à un modèle plus circulaire. On va, entre guillemets, réemployer certains lots, tels que le clos couvert, la structure ou la façade. Donc c'est les flèches vertes que vous voyez là-haut. Mais est-ce suffisant pour construire bas carbone? En prenant un peu de distance, en regardant sur un panel de projets, en l'occurrence, vous pouvez voir les impacts carbone d'un panel de projet Artelia. À gauche, les bâtiments neufs et à droite, les bâtiments rénovés. On se rend compte que ce n'est pas si évident. Vous avez une zone de superposition. Certains projets de rénovation sont plus carbonés que des projets de construction neuve. Donc il n'est pas évident que la rénovation soit quelque chose de bas carbone en soi. Il faut aller plus loin, passer à une autre échelle, celle des matériaux. Alors, ce qu'on a cherché à faire du coup sur l'opération, c'est de passer à cette échelle des matériaux sur l'ensemble des lots du bâtiment, et pas uniquement ceux qu'on conserve traditionnellement en rénovation. On s'est posé la question lot par lot de ce qui pouvait être conservé sur site avant de réfléchir à l'évacuer. Pour résumer notre démarche bas carbone sur le projet, elle repose sur 3 leviers, qui sont la conservation, dans un premier temps, le réemploi lorsque ce n'est pas possible, et bien sûr, en dernier lieu, il est très compliqué de déroger à l'utilisation de matériaux neufs, et quand on doit le faire, on a cherché à recourir à des matériaux bas carbone et matériaux biosourcés principalement. Donc ici, vous pouvez voir quelques exemples de matériaux que nous avons conservés, matériaux et équipements. Par exemple, les fenêtres existantes, les faux planchers, les ascenseurs ou les ventiloconvecteurs. Pour curer un bâtiment, généralement, sur une rénovation, on cure le bâtiment et ensuite on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment, comment on va le rénover. Là, on a cherché à changer de paradigme, de méthode de réflexion. On s'est vraiment posé la question de comment on allait curer au minimum. Et donc pour ça, tous ces matériaux-là, on aurait pu très bien décider de les évacuer pour des raisons techniques, économiques. Mais on a cherché à faire travailler notre maîtrise d'œuvre là-dessus pour chercher à les réemployer au mieux et à les adapter aux besoins du projet. Si on prend l'exemple des ventiloconvecteurs, on avait 2 scénarios possibles. Soit on les retirait, on les remplaçait par du neuf, soit on les conservait. Si on les retirait, on avait l'avantage d'avoir des matériaux, des équipements plus performants, avec des gains carbone sur la phase d'exploitation très intéressants. Mais si on les conservait, en revanche, on avait moins de pertes, de pénalités carbone liées au non-amortissement de ces équipements-là. Et en faisant le jeu de comparaison, on se rend compte que finalement, en l'occurrence, il était plus avantageux d'un point de vue carbone de conserver les ventiloconvecteurs existants plutôt que de les remplacer. Alors ce schéma de réflexion, on l'a reproduit sur 4 gisements d'équipements différents. Enfin, il y en a davantage, mais c'est les gisements phares. Par exemple, la façade. On a conservé les menuiseries existantes, le bardage existant, mais on l'a adapté à l'image souhaitée du projet. Donc, par exemple, avec l'utilisation d'une peinture électrostatique pour faire ce reconditionnement in situ. Pour les faux planchers, on ne les a pas déposés. On a cherché à les reconditionner en ponçant sur place pour retirer la poisse et poser proprement la nouvelle moquette. Pour les ventiloconvecteurs, on allait plus loin que ce que j'expliquais juste avant. On ne les a pas juste conservés, mais on les a aussi rétrofités en ajoutant de nouvelles vannes de régulation pour avoir aussi des performances en exploitation meilleures.
Et ensuite, sur l'opération, on a cherché à rendre accessibles les rooftops pour créer plus d'usages, et ça impliquait de prolonger les cages d'ascenseurs. Et ce questionnement nous a amené à choisir si on devait retirer les cages d'ascenseurs existantes, ce qui se fait usuellement, ou travailler avec le fabricant et avec notre bureau d'études pour les prolonger tout simplement. Tout simplement, alors c'est un gros travail, mais qu'on a décidé de faire dans ce cas-là. Alors pour résumer en quelques chiffres la démarche de conservation que nous avons utilisée, on estime qu'on a évité environ l'émission de 480 tonnes de déchets. Mais également, en termes BBCA, on aura évité une pénalité liée au non-amortissement de 502 tonnes de CO2. Alors ce qui est particulièrement intéressant dans la conservation, c'est de comparer par rapport au scénario où on aurait apporté des matériaux neufs, l'équivalent neuf, auquel on n'a pas recouru. Et si nous y avions recouru, il aurait correspondu à un impact carbone de 1600 tonnes environ de CO2, ce qui est énorme. Alors conserver, c'est bien, mais comme j'expliquais, ce n'est pas toujours possible. Et parfois, les besoins du projet, la restructuration du plan, le changement d'usage font que nous devons évacuer des matériaux. Alors nous avons cherché à le faire de la façon la plus minutieuse possible, en évacuant uniquement ce qui était donc nécessaire. Mais ensuite, pour ce qui est évacué, nous avons inventorié précisément toute la ressource. Donc nous avons essayé d'être exhaustifs et de synthétiser ce diagnostic ressources aux matériaux avec un fort potentiel de réemploi. Donc, vous pouvez voir ici plusieurs exemples, notamment les bardages de la façade en terre cuite, ou comme je l'évoquais, les cloisons amovibles, ou les chemins de câbles, les équipements sanitaires. Alors ce diagnostic ressources, nous l'avons soumis à la maîtrise d'œuvre, et nous avons travaillé de concert pour essayer de réfléchir un maximum à comment intégrer ces éléments dans leur conception. Sur ce schéma, vous pouvez voir en gris, au milieu, le bâtiment décomposé avec ses lots. En bleu, vous pouvez voir tous les flux de matériaux que nous avons réussi à reboucler sur site avec notre maîtrise d'œuvre. Donc ça représente quand même une quantité assez importante de matériaux, mais ce n'est pas tout. Finalement, les besoins du projet étant très différents, certains matériaux étant obsolètes, nous avons quand même dû nous orienter vers le ex situ, en essayant bien sûr de minimiser ce levier-là. Mais pour le ex situ, nous avons donc fait une prise de contact avec plein de filières tout aussi intéressantes, et je vous invite à les découvrir plus en profondeur, comme Incomex ou Orac. Mais nous avons également, et vous pouvez le voir ici, recouru au projet WO2. En effet, nous avons réussi à transférer certains gisements de notre opération sur d'autres opérations de la maîtrise d'ouvrage. Ça a été le cas pour 3 ou 4 gisements. Alors pour résumer, avec les mêmes indicateurs, à titre de comparaison avec la conservation, on estime l'évitement de déchets à 330 tonnes, la pénalité BBCA à 210 tonnes, et nous n'avons pas recouru à des matériaux neufs pour lesquels 59 tonnes de CO2 auraient été émises. Alors pour donner un peu une image des gisements que nous avons traités, vous pouvez voir ici par exemple une majorité de gisements qui ont été réemployés in situ, tels que les tableaux divisionnaires, les équipements sanitaires, mais aussi beaucoup de portes. Et certains d'entre eux sont partis hors site, je l'expliquerai un peu plus après. Bien sûr, dans cette démarche-là, il y a eu des matériaux déposés soigneusement, stockés ensuite, et malheureusement, il y a eu quelques échecs. Il y a des matériaux qui n'ont pas trouvé repreneur. Bien sûr, ça arrive, mais on a réussi à minimiser ça. On peut prendre l'exemple notamment des dalles de faux plafond, qui sont de dimensions non standards en l'occurrence, et qui du coup n'intéressaient aucun repreneur. Alors je parle d'échecs, mais il y a bien sûr aussi eu beaucoup de succès. Et vous pouvez en voir un ici, c'est que nous avons réussi à transférer quasiment toutes les finitions intérieures de nos bureaux existants sur un autre siège d'entreprise. Sur l'image en haut à gauche, vous pouvez voir exactement nos faux plafonds avec les ossatures réemployées sur un autre siège, également les cloisons amovibles réemployées sur un autre siège, et également les dalles de moquette. Alors ce n'est qu'un exemple, on a aussi une partie de la façade, tous les bardeaux de terre cuite sont partis sur un autre projet, et les portes également. Alors bien sûr, il y a beaucoup de flux, comme vous le voyez en jaune sur le graphe précédent, qui sont partis hors site. Et nous avons cherché à maximiser la traçabilité là-dessus en mettant en place un protocole de traçabilité avec un bordereau que vous pouvez voir ici. Donc le réemploi, comme Jonathan vous explique, on sent bien que c'est très vertueux. Et on voit bien quand même qu'il y a des freins au fur et à mesure du projet qui se placent. Un des freins qu'on peut citer et qu'on a en tant que maîtrise d'ouvrage, c'est mais que va penser l'utilisateur final? Est-ce que l'utilisateur final, la personne qui va utiliser le bâtiment de demain, il va être OK avec le fait qu'une partie des équipements qu'il a dans son bâtiment, ça soit du réemploi et ça soit pas du neuf? Nous, on va bien évidemment lui garantir le fonctionnement, mais est-ce que ça va quand même lui convenir? Le pari qu'on a fait sur ce projet, c'est de se dire qu'en fait, ça allait marcher. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un espace témoin
Donc une partie du bâtiment, on a installé le projet en avance de phase, on a fait tous les travaux dans ces petits 500 mètres carrés, et on a installé tout ce qu'on allait installer demain. Donc on a fait ce que Jonathan disait. On a gardé la climatisation, on a gardé certains câbles, on a gardé le faux plancher, on a tout installé comme ça, et on est allé même un cran plus loin, parce que tous les éléments additionnels qu'on a apportés pour aménager cet espace, on a choisi de faire du réemploi. On est allé chiner des meubles, on est allé trouver des matériaux pour construire une cuisine en réemploi, etc., etc. Et donc en fait, dans cet espace, à peu près tout ce qu'on peut voir, c'est du réemploi. Mais ça, c'est pas ce qu'on dit aux personnes qui viennent. Ce qu'on dit aux personnes qui viennent, c'est voilà, c'est notre projet, et on leur dit rien de plus que ça. On attend 5-10 minutes, et là, on leur dit qu'en fait, tout ce qu'ils voient, c'est du réemploi. Et souvent, en fait, on se rend compte que la réaction est hyper positive, et nous qui avions un peu une crainte de « mais qu'en dira-t-on ?» en fait, c'est vraiment très bien pris, et on se rend compte qu'en fait, neuf, ça veut pas forcément... Enfin, bon fonctionnement, ça ne veut pas forcément dire neuf, et qu'en fait, on peut avoir un excellent fonctionnement, et on peut embarquer tout le monde avec du réemploi. Exactement. C'est aussi un côté sensible et qui est assez important sur ce projet. Conserver, réemployer, on a essayé de maximiser la démarche. Mais comme je l'évoquais au départ, on est nécessairement obligé de recourir à des matériaux neufs. Alors pour cela, on a cherché des matériaux bas carbone et bien sûr les matériaux biosourcés, dont je pense que vous avez beaucoup entendu parler déjà lors de ces différentes conférences. Mais en l'occurrence, nous avons mis en œuvre des panneaux de bois massif en CLT, des éléments de structure en bois également, sur le pavillon notamment, mais également dans les finitions intérieures. Tous les faux plafonds sont en bois tripli et également une partie des isolants. Alors, les volumes de bois estimés mis en œuvre sur le projet, c'est environ 700 mètres cubes de matériaux, ce qui est considérable. Mais en plus d'être des matériaux performants, les matériaux biosourcés présentent l'avantage, et vous le savez probablement, de stocker du carbone. C'est sur ce levier-là, en fait, que nous avons aussi pu gagner beaucoup de carbone grâce aux matériaux biosourcés. Donc, également, pour résumer en chiffres ce dernier levier de notre conception, on estime que nous avons stocké environ 380 tonnes de CO2. Et ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de comparer l'utilisation des matériaux biosourcés avec un scénario dans lequel nous aurions recouru à des matériaux plus conventionnels, tels que la structure béton ou les finitions intérieures classiques en bac acier, par exemple. Donc en comparant un scénario de ce type-là, on estime qu'on a économisé 116 tonnes de CO2. Alors j'ai cité beaucoup de chiffres, des tonnes de CO2 par-ci par-là. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ça. C'est des ordres de grandeur qui ne parlent pas forcément. Mais pour comparer les trois leviers, conservation, réemploi et biosourcé, que nous avons utilisés, vous avez un peu ici en quelque sorte le podium. Bon, c'est pas vraiment un podium, mais on voit que le levier qui arrive en première position, c'est la conservation. Alors c'est peut-être le moins visible parce que finalement, quand un matériau est conservé, on se dit que c'est évident. Et on ne voit pas tout le travail qui a été fait derrière en conception pour le rendre possible. Mais comme vous le voyez, c'est un des plus gros leviers à utiliser. En deuxième position arrivent les matériaux biosourcés qui, de par leur performance environnementale excellente, nous permettent aussi un gain très important malgré leur application parfois ponctuelle sur le projet. Et en dernière position, mais pas des moindres, arrivent les matériaux de réemploi. Alors pourquoi je ne dis pas des moindres? C'est parce que pour atteindre le niveau BBCA excellent, il nous fallait passer ce seuil-là. Et en l'occurrence, les matériaux de réemploi nous ont permis de passer le seuil et de devenir excellents. Alors je vais parler peut-être avec une unité qui est un peu plus familière pour certains d'entre vous, c'est les kilogrammes de CO2 par mètre carré. Globalement, l'impact carbone des matériaux sur ce projet-là est estimé à environ 730 kilos de CO2 par mètre carré. Les trois leviers ici permettent d'économiser 170 kilos de CO2, ce qui correspond à peu près à 20% de réduction par rapport à un cas initial. Donc, ce qui est énorme. Mais se limiter au périmètre du projet et parler que du réemploi in situ, c'est un peu réducteur par rapport à la démarche, parce que bien sûr, il y a eu aussi du réemploi ex situ. Et donc beaucoup de projets tiers qui ont bénéficié de ces gains carbone, qui ont récupéré des matériaux qui avaient déjà émis une partie de leur carbone. Donc on a estimé environ 430 tonnes de CO2 économisées pour les autres projets grâce à cette démarche-là. Pour conclure, on vous propose de prendre juste un petit pas de recul. On a parlé beaucoup de carbone, on a parlé de tonnes de CO2, mais c'est pas que ça la rénovation bas carbone. Quand on fait une rénovation bas carbone, Jonathan en a un petit peu parlé, mais en fait, on casse un petit peu tous les codes. On casse les codes de nos bureaux d'études, on casse les codes de la maîtrise d'ouvrage, mais on casse aussi les codes pour les entreprises de travaux qui doivent complètement modifier leur façon de travailler. Ce qui est aussi intéressant quand on fait un projet de rénovation bas carbone, c'est qu'en fait, chaque euro investi dans le projet, non seulement il est beaucoup moins carboné, mais en fait, en proportion, il est beaucoup plus tourné vers l'humain. Et c'est ça, en fait, le message qu'on voulait vous faire passer à la fin, c'est investir dans le bas carbone en rénovation, c'est aussi investir dans l'humain. Merci à tous.
Merci à vous. Restez un petit peu avec nous, éventuellement pour une question. Peut-être une question de la salle sur ce projet. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Non? Pas de questions? Ah si. J'ai une question non là. Ah, on va se battre. Ah pardon, là, je ne voyais pas. Pardon. Johanna de France, Altostep, donc bureau d'études techniques. Justement, je suis assez étonnée par rapport aux coûts financiers où nous, on a des problèmes majeurs de stockage. Alors ma question, quand je vois surtout que ça freine un petit peu les maîtrises d'ouvrage, la problématique de stockage, comment vous avez géré ça? Est-ce que c'est les entreprises qui sont à charge? Est-ce que c'est la maîtrise d'ouvrage? Parce que dans mon cas, par exemple, on refuse le stockage de dalles, etc. Comment ça se passe? On a beaucoup de chance du coup, sur cette opération, c'est qu'on avait 2 niveaux de parking existants en sous-sol. Une surface qui nous permettait de gérer ce stockage-là. On a utilisé environ 1400 mètres carrés de ces parkings-là pour stocker nos matériaux. Donc pour vous, ça n'a pas été un frein à ce moment-là? Ça n'a pas été un frein, mais c'est en effet un sujet sur d'autres projets. Ok. Et est-ce que vous avez intégré un lot réemploi dans le CCTP? Non. Non, on a fait, en fait, sur chacun des lots, il y avait du réemploi. Et du coup, c'était un vrai travail avec toutes les entreprises, à la fois sur l'aspect réemploi pour les matériaux qui étaient vraiment réemployés, mais surtout sur la partie conservation. Par exemple, l'entreprise de CVC, sur un marché classique, elle aurait dû acheter des ventiloconvecteurs et les installer. Et en fait, là, concrètement, ce qu'on lui demandait, c'était non, en fait, tu vas conserver les ventiloconvecteurs, tu vas aller les vérifier un à un, et tu vas garantir le bon fonctionnement à la fin. Donc, c'est pas du tout le même métier, en fait, qu'on lui demande. Et c'était un vrai échange en phase de consultation avec les entreprises. D'accord. Et juste pour le diagnostic PEMD, vous avez fait intervenir un acteur particulier parce qu'il n'est pas aujourd'hui intégré le diagnostic réemploi quand on fait un diagnostic PEMD dès le début. On n'est pas forcément obligé de regarder la réemployabilité des... Oui, tout à fait. Le projet, le PC a été déposé en 2021, je crois. Oui, c'est ça. Il n'était pas encore soumis au diagnostic PEMD. Donc à l'époque, on a uniquement fait un diagnostic ressources, mais costaud. Et c'est nous-mêmes, Artelia, qui l'avons effectué. Ok, d'accord. Ok, super. Merci. Merci à vous pour cette question. Mais écoutez, je vous propose que... Ah, une petite question de monsieur. Alors, rapide, s'il vous plaît. Ah, il semblerait que vous soyez passé un peu vite sur les coûts. Oui. Ouais, ça y est. Il y avait une question avec? Voilà, non, c'était pour bien si vous pouvez peut-être donner 2-3 explications. Ça, on l'avait pas vu, on n'était pas resté assez dessus, quoi. Ouais, on n'avait pas, c'était passé trop vite, on n'avait pas vu les chiffres. Je peux vous pitcher en 30 secondes si vous Voilà. voulez. Donc, en 30 secondes. 30 secondes, c'est parti. En fait, on compare 2 scénarios. On compare ce qu'on appelle le business as usual à droite. Donc, c'est un bâtiment neuf classique. Et en fait, quand on fait un bâtiment neuf classique, c'est environ 2400 à 2500 euros par mètre carré d'investissement, à la fois pour payer la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et payer la construction. Et c'est environ 1000 kg de CO2 par mètre carré. Quand on fait de la rénovation, partie de gauche, en fait, on est plutôt à 1700 euros par mètre carré et on est plutôt à 400 kg de CO2. Ce qui est hyper intéressant dans ce graphe-là, c'est la partie orange foncé. C'est qu'en fait, pour chaque euro investi, oui, c'est plus bas carbone, mais surtout, en fait, dans chaque euro investi, vous avez la moitié en business as usual, qui est de la main-d'œuvre, donc c'est des compétences intellectuelles. Et quand vous faites une rénovation, en fait, ce pourcentage il est plus élevé. En fait, quand vous faites une rénovation, vous investissez plus dans la main-d'œuvre que dans la matière. Ce qui est assez normal. Quand on reprend l'exemple de la CVC dont je parlais tout à l'heure, en fait, vous avez beaucoup moins de matière sur le projet, mais par contre, vous avez beaucoup plus d'intelligence, à la fois en phase de conception, mais aussi en phase de travaux. Une nécessité de former aussi. Exactement. Et en plus, c'est des compétences différentes. Donc, on passe de j'ai besoin d'installeurs qui vont poser ma climatisation à j'ai besoin d'une personne qui va aller vérifier un à un tous les équipements et me garantir le bon fonctionnement à la fin. Écoutez, merci beaucoup. Merci, c'est très clair. Vous avez été extrêmement clair. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci Madame Bétoir et Monsieur Jubé pour cette présentation. Je vous en prie, regagnez la salle.